戦わなければ勝てない。戦え。戦え。 Quand on a découvert cette histoire pour la première fois, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait réellement se passer. Personne ne se doutait que cette œuvre marquerait le monde des mangas et des animés à tout jamais. Et cela valait autant pour les spectateurs et les lecteurs que pour les habitants à l'intérieur des murs. On découvre ce jeune garçon se réveillant au pied d'un arbre, les larmes aux yeux. On ne sait pas vraiment pourquoi il pleure, et lui non plus, probablement à cause d'un mauvais rêve, ou bien quelque chose de bien plus réel qu'on ne le pense. Puis, quand le drame survient, on comprend vite que cette histoire, en plus d'avoir un scénario inédit, regorge de détails cachés et d'indices disséminés pour éclairer chaque mystère. Alors à travers cette vidéo, nous allons retracer toute cette chronologie complexe, tout en apportant une analyse approfondie et en révélant des détails incroyables que l'auteur a subtilement glissés, montrant qu'il était possible d'anticiper bien des choses, mais que personne n'y a prêté attention. Cet animé a eu un impact rare, touchant non seulement de nombreux fans de manga et d'animé, mais aussi des personnes peu habituées à ses œuvres. Alors installez-vous confortablement, et préparez-vous à redécouvrir cette œuvre sous un tout nouveau jour. Et dans cette histoire où le temps et la chronologie règnent en permanence du début à la fin, où l'on découvre une civilisation isolée géographiquement et technologiquement, il faut pas mettre de côté son style et faire avec les matériaux naturels qu'on a. Du bois, de la pierre, des pierres précieuses, voire même le cristal du durcissement des titans. Et vous êtes prêts à aller vous battre tout en ayant un maximum de style. C'est ainsi que je vous présente Allscairn, le partenaire de cette vidéo. C'est une marque de montres et de bijoux pour hommes et femmes, et j'ai pas choisi n'importe lesquels pour vous les présenter. J'ai choisi cette montre et ce collier en marbre vert pour être totalement assorti avec la cape du bataillon d'exploration. Plus aucune excuse pour arriver en retard pour la prochaine expédition, et peu importe l'heure parce que j'ai aussi mes lunettes en érable et argent antique. Et c'est ça Allscairn, une marque qui utilise des matériaux naturels pour apporter quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, le bois utilisé est issu de plantations luttant contre la déforestation. Je vous ai montré mes 3 coups de cœur, cette montre de pilote qui mettra ton poignet au centre de l'attention autant dans les airs que sur terre, et dans l'eau aussi parce qu'elle est waterproof. Ce collier Axis qui est bien assorti avec la montre et qui est en fait une pièce unique avec son marbre vert, et ses lunettes de soleil aussi avec ses branches en bois d'érable et argent antique. Évidemment, il y a plein d'autres produits qui, je suis sûr, vont vous plaire, alors foncez les découvrir en utilisant mon lien ici, il est dispo dans la description et avec le code MUSH vous avez 10% de réduction, alors n'hésitez pas, que ce soit pour vous ou pour un cadeau, c'est l'occasion idéale. Merci beaucoup à Allscairn de soutenir cette vidéo, et merci à tous ceux qui iront sur le lien pour découvrir les autres produits, ça me soutient énormément et ça m'aide à maintenir ce rythme. Et sans plus attendre, replongeons dans cette incroyable histoire. Si l'histoire commence avec Eren, Mikasa et Armin à l'intérieur des murs, avec un premier épisode qui nous plonge immédiatement dans l'action, retournons encore plus loin dans le passé, il y a 2000 ans. Un village est attaqué par la tribu d'Eldia, réduisant ses habitants en esclavage. Leur langue est coupée pour les empêcher de parler. Parmi eux, une jeune fille, Ymir. Une nuit, elle libère les cochons d'un enclos, et lorsque Fritz, le chef de la tribu, cherche à punir le coupable, les esclaves la désignent. Ymir est alors traquée. Blessée et désespérée, elle trouve refuge sous un immense arbre. Là, sans le savoir, elle entre en contact avec une mystérieuse créature en forme de colonne vertébrale. En fusionnant avec elle, Ymir devient le tout premier titan. Avec ce pouvoir, Ymir retourne servir Fritz, elle utilise sa nouvelle force pour amasser des richesses et écraser les armées rivales de Mar. Fritz, désormais roi, prend Ymir pour épouse, et ensemble ils ont 3 enfants, Maria, Rose et Sina. 13 ans après avoir acquis le pouvoir des titans, alors que l'empire d'Eldia atteint son apogée, un guerrier Mar tente d'assassiner le roi. Ymir s'interpose et meurt en déjouant l'attaque. Mais le roi ne voulant pas perdre ce pouvoir, il force alors ses 3 filles à dévorer le corps de leur mère pour préserver le pouvoir des titans, condamnant Ymir à rester piégé, même après la mort. Ymir se réincarne alors dans le chemin, une dimension eldienne où elle est vouée à servir éternellement les titans primordiaux. Dans cette dimension, elle utilise un sable mystérieux pour modeler leur corps, pour toujours et à jamais. Ces 3 filles, contraintes de manger les restes de leur mère, héritent de ses souvenirs et de ses pouvoirs. Maria hérite du titan originel de sa mère, tandis que Rose et Sina reçoivent d'autres pouvoirs de titans primordiaux. Et sous les ordres du roi Fritz, elles doivent continuer à se reproduire pour cette lignée. Le pouvoir des titans finit par être divisé en 9 titans primordiaux qui Ymir façonne à chaque invocation de leur terrible pouvoir. Cependant, en façonnant ces titans, Ymir implante en secret un pouvoir de rébellion dans l'un d'entre eux, un désir de liberté. Ainsi naît le titan assaillant. Le titan assaillant possède une particularité bien différente des autres titans, et comme nous le verrons, il jouera un rôle majeur dans toute cette histoire. Un détail caché se trouvait même dans le titre de l'œuvre. Si Shingeki no Kyojin est traduit en français par l'attaque des titans, un titre qui a parfaitement du sens, il y a en réalité un double sens.
Le titre peut également se traduire par le titan assaillant, faisant référence au titan d'Eren, celui qui va tout bouleverser. Et l'histoire complète d'Ymir, celle que je vous raconte, l'histoire du commencement, nous la découvrons bien plus tard, à la fin de l'animé, dans l'épisode 80. C'est ici que l'on comprend enfin l'origine des titans après énormément de questionnements. Pourtant, dès l'épisode 26, dans l'ending, des indices très spécifiques nous avaient été laissés. Ici, en fait, on y voit Ymir recevant le pouvoir des titans. Et ici, ce sont ses filles, Maria, Rose et Sina, contrôlées par le roi Fritz, dévorant la chair de leur mère. Et c'est pas tout, cet ending regorge d'autres détails cachés tout aussi intéressants. Entre le moment où Ymir a acquis son pouvoir et celui de sa mort, il s'est écoulé 13 ans. Cette mort prématurée a donné naissance à ce qu'on appelle la malédiction d'Ymir. En raison de cette malédiction, les détenteurs du pouvoir des titans primordiaux meurent également après 13 ans. Ce concept est très subtilement montré dans son passé, avec les 13 mains pointées vers Ymir pour l'accuser. De plus, on peut apercevoir une fleur avec 9 pétales, symbolisant les 9 titans primordiaux, avec l'un des pétales taché de sang, faisant allusion au seul titan doté d'un pouvoir de rébellion, le titan assaillant, celui qui cherchera à se venger. Cela a engendré un rituel de transmission du pouvoir par le cannibalisme, pratiqué dans une crypte. Et pendant plus de 1000 ans, les Eldiens ont régné sur le monde grâce au pouvoir des titans, avec les 9 titans primordiaux répartis entre les familles les plus nobles d'Eldia. C'est ainsi que les titans colossal, cuirassé, féminin, bestial, mâchoire, charrette, marteau d'armes, assaillant et originel ont prospéré. Durant ce millénaire de domination, plusieurs événements importants ont eu lieu, comme la chute de Lago, la dévastation de Monte et le ravage de Valais. À cela s'ajoute une épidémie qui a causé de nombreuses victimes. Toutefois, le roi de l'époque a utilisé le pouvoir du titan originel pour immuniser tous les Eldiens contre la maladie, entraînant une explosion démographique chez eux, alors que le reste du monde continuait de souffrir de la pandémie. Plus tard, un roi successeur du titan originel, nommé Karl Fritz, commence à regretter les actes horribles de sa lignée. C'est alors qu'il conspire avec la famille Tybur, détentrice du marteau d'armes, pour élaborer un plan secret visant à instaurer la paix. Ensemble, ils orchestrent la chute de l'Empire Eldien, ils inventent une légende autour d'un mar nommé Elos, prétendant qu'il aurait tué le démon de la Terre, une créature imaginaire que les Mars croyaient à l'origine du pouvoir conféré à Ymir. En apprenant la trahison de leur roi, les familles nobles se divisent, d'un côté celles qui se rebellent, et de l'autre, celles qui rejoignent les Tybur. C'est ainsi qu'après des siècles de domination, commence la grande guerre des titans. Les Tybur prennent le parti de Mar et deviennent une famille respectée, mais les Eldiens restants sont persécutés par les Mar, qui redoutent qu'ils ne soient transformés en titans. Karl Fritz, quant à lui, s'exile avec sa famille royale et de nombreux Eldiens sur une île appelée Paradis. Là, en utilisant son pouvoir de l'originel, il crée des millions de titans colossaux qui formeront 3 murs, Maria, Rose et Sina, portant les mêmes noms que les filles de la fondatrice Ymir. Grâce à la capacité de durcissement des titans, ces murs prennent l'apparence d'immenses fortifications de pierre, s'élevant à 50 mètres de hauteur. Karl Fritz annonce ensuite au monde entier qu'il détruira le monde à l'aide de ce qu'on appelle le grand terrassement, si quiconque ose attaquer l'île de Paradis. Cette menace apocalyptique n'est cependant qu'un moyen de dissuasion car en réalité, Fritz va conclure un pacte de non-agression avec son titan originel, empêchant quiconque n'ayant pas de sang royal d'utiliser ce pouvoir. De plus, aucun descendant royal ne pourra l'exploiter pour faire la guerre. En plus de cela, Fritz efface la mémoire de son peuple, leur faisant croire qu'ils sont les derniers humains sur Terre, et que les titans au-delà des murs ont anéanti le reste de l'humanité. La famille Fritz change alors son nom de famille pour devenir les Reiss, régnant dans l'ombre et allant jusqu'à installer un faux roi sur le trône. Leur règne secret permet de dissimuler l'emplacement du titan originel, et d'empêcher la population de se poser trop de questions. Ainsi, en découvrant Eren, Mikasa, Armin et les autres, on pense qu'ils sont les derniers survivants du monde, enfermés derrière ces 3 murs et constamment menacés par les titans qui errent à l'extérieur. On est alors plongé dans cette intrigue, qui, comme vous l'avez compris à présent, est en grande partie une illusion, une version altérée de la réalité. On croit alors que Paradis est le seul continent de ce monde. Pourtant, dès le premier épisode, au tout début, l'indice était sous nos yeux. Dans l'image du titre de l'épisode, on peut voir 2 continents, d'un côté Paradis avec ses murs, et de l'autre la République de Mar, séparée par l'océan avec des bateaux qui voguent entre eux. Alors avec de l'attention, dès le début, on aurait pu se douter que quelque chose clochait. Un bataillon d'exploration est alors mis en place, ayant pour mission de combattre les titans et d'en apprendre davantage sur les terres au-delà des murs. La religion, quant à elle, occupe une place primordiale à l'intérieur des murs, décourageant quiconque de vouloir s'aventurer à l'extérieur. D'ailleurs, lors des rites religieux, on remarque que leur posture, se tenant coude à coude, forme la structure de 3 murs, tout comme les titans qui forment réellement ces murailles. De l'autre côté de l'océan, nous découvrons Grisha Yeager qui rejoint un groupe de résistants eldiens. C'est au sein de ce groupe qu'il rencontre Dina Fritz, et ensemble ils auront un fils nommé Sig.
私たちを勝利に導いてくれるぞ。 D'un côté, la révolution eldienne portée par ses parents, et de l'autre, la propagande Mar au travers de ses grands-parents. Et quand on aperçoit Sig avec ses jouets, un détail est dissimulé, l'un de ses jouets a une forme particulière, un indice subtil qui présage son futur rôle en tant que porteur du titan bestial. Il ne s'agit pas ici d'un foreshadowing puisque l'on savait déjà qu'il détenait ce pouvoir avant même de découvrir son passé, mais c'est juste un petit clin d'œil sympa. Sous les conseils de son mentor, Tom Xaver, Sig prend la décision tragique de dénoncer ses parents aux autorités pour assurer sa survie et celle de ses grands-parents. Les résistants eldiens sont alors transformés en titans purs et exilés sur l'île de Paradis, à l'exception de Grisha, sauvé par Eren Kruger, qui cachait lui-même un secret. Il était le détenteur du titan assaillant. Kruger, partageant la même ambition que Grisha de restaurer la grandeur du peuple eldien, reçoit soudainement des souvenirs d'un homme qui lui intime de se battre. Poussé par cette vision, il décide de transmettre à Grisha le pouvoir du titan assaillant. Mikasa ya Arumi, minna o sukui tai nara shimei o mattou shiro. Mikasa? Arumi? Dare no koto da? Après lui avoir injecté le sérum nécessaire pour le transformer en titan, il se laisse dévorer, sacrifiant sa vie pour lui léguer ce pouvoir. Grisha parvient finalement à s'infiltrer dans le royaume sur l'île de Paradis. Il est découvert errant près des murs par Kith Shadis, pensant avoir affaire à un déserteur. L'objectif de Grisha à l'intérieur des murs était alors clair, s'emparer du pouvoir de l'originel et briser le pacte de non-agression, afin de restaurer la grandeur de l'Empire Eldien. Mais au détour d'un café avec Kith Shadis, Grisha fait la rencontre de Carla, et il tombe amoureux. De cette union naît Eren Yeager, son second fils, issu d'une autre femme. Cette naissance ne faisait pas partie du plan initial de Grisha, qui, je le rappelle, était en mission d'infiltration. De l'autre côté de l'océan, les Mar, conscients de la montée en puissance des forces militaires ennemies et de la perte progressive de l'efficacité des titans, décident de lancer une expédition sur l'île de Paradis. Leur objectif ? S'emparer du pouvoir du titan originel, capable de contrôler tous les titans à sa guise. Alors d'un côté nous avons Rainer Braun, Annie Leonhardt, Bertolt Hoover et Marcel Gaillard, choisis pour mener cette mission d'infiltration sur Paradis, et de l'autre, Grisha Yeager, déjà infiltré. Les deux camps partagent donc un objectif commun, dérober le pouvoir du titan originel, chacun visant une finalité différente. Sur le chemin, Marcel Gaillard, détenteur du titan mâchoire, tombe sous les griffes d'un titan pur qui le dévore. Ce titan pur n'est autre qu'Ymir, qui autrefois vivait aussi dans la République de Mar, du côté des Eldiens. Autrefois, un groupe religieux s'était formé, vouant un culte à Ymir, la fondatrice des titans. Ils avaient choisi une jeune orpheline des rues pour devenir leur représentante, la baptisant du même nom que la fondatrice, Ymir. Elle fut traitée comme une véritable princesse jusqu'à ce que les Mar découvrent l'existence de ce groupe. En représailles, tous les membres accusèrent Ymir, et elle fut transformée en titan, condamnée à errer sur l'île de Paradis pour l'éternité. C'est ainsi qu'elle se retrouva par un étrange coup du destin, à cet instant précis, lorsque le groupe d'infiltration se dirigeait vers Paradis. En dévorant Marcel, Ymir obtient le pouvoir du titan mâchoire, ce qui lui permet de redevenir humaine. Elle regagne alors les murs, portant en elle ce secret. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Ymir est en réalité âgé de 77 ans, ayant passé 60 années à errer sous sa forme de titan. Et nous y voilà, au jour fatidique, le jour où l'humanité s'en est souvenue, ce moment où les guerriers de Mar lancent leur assaut. Bertolt, porteur du pouvoir du titan colossal, détruit le mur, laissant les titans envahir l'intérieur. Dina Fritz, transformée en titan pur avec les autres résistants, avance inexorablement vers Carla, la mère d'Eren, épargnant alors mystérieusement Bertolt, qui était également sur son chemin en forme humaine. Mais est-ce que tout cela était un hasard ? Nous comprendrons tout plus tard. Eren, témoin impuissant de la dévoration de sa mère, jure ce jour-là d'exterminer tous les titans jusqu'au dernier. Pendant ce temps, Grisha, informé de l'attaque, s'en prend directement à la famille Rice, cachée dans leur chapelle, et leur dérobe le pouvoir du titan originel. C'est un peu plus tard que Grisha isole Eren pour lui injecter le liquide transformant en titan pur, afin qu'il le dévore, et hérite non seulement du pouvoir de l'assaillant, mais aussi de l'originel. À ce moment-là, Eren porte donc deux pouvoirs de titan sans en avoir conscience. Nous arrivons au début de l'histoire que nous connaissons tous, avec Eren rejoignant le bataillon d'exploration aux côtés de Mikasa et Armin. Parmi eux se trouvent également Rainer, Bertolt et Annie, infiltrés, mais aussi Ymir qui dissimule son pouvoir de titan mâchoire. D'autres personnages importants gravitent aussi autour d'eux, Jean, Connie, Sacha, ou encore Krista, qui cachera aussi un secret très important. Nous, spectateurs et lecteurs, on finira par découvrir qu'Eren peut en fait se transformer en titan, et d'ailleurs, détail intéressant, beaucoup de titans présents à ce moment-là ont une apparence qui n'est pas du tout un hasard. Et on reconnaît clairement les résistants eldiens qui accompagnaient Grisha avant d'être transformé en titan. Lorsque la vérité sur Eren éclate, révélant qu'il détient un pouvoir de titan, il échappe de justesse à l'exécution.
Et plutôt que de le condamner, ses supérieurs préfèrent exploiter cet avantage pour percer les secrets des titans et utiliser sa force à leur profit. Angie se lance alors dans des expérimentations, capturant 2 titans pour mener ses recherches, mais dans l'ombre, ces titans sont mystérieusement assassinés, ouvrant la voie à une intrigue plus profonde. Un ou plusieurs traîtres se cachent parmi eux. C'est ainsi que le titan féminin entre en scène, révélant peu à peu les tenants et aboutissants de la mission d'infiltration de Reiner, Bertholdt et Annie. Et vous voyez ce moment emblématique où Bertholdt et Reiner avouent être respectivement le titan colossal et le cuirassé. 壁を破壊して人類への攻撃を始めた。これが鎧の巨人で、こいつが超大型巨人のやつ。ライダー、やるんだな。今ここで。Eh ben, on nous a glissé plein d'indices subtils qui nous permettaient de découvrir leurs secrets, tout comme celui d'Annie, le titan féminin. Tout d'abord, ici, dans l'épisode 3, lorsqu'Eren mentionne le titan colossal, nous avons un plan sur Bertholdt, et lorsqu'il parle du titan cuirassé, le plan se focalise sur Reiner. Mais ça, c'est rien du tout comparé à tout ce qu'il y a ensuite. Annie, Bertholdt et Reiner sont les seuls personnages que l'on voit porter un sweat à capuche dans l'enceinte des murs, un style vestimentaire inhabituel à Paradis, suggérant qu'ils viennent d'un autre lieu. Un autre indice se cache lors des affrontements avec le titan féminin. Armin demande aux autres de couvrir leur tête avec leur capuche avant de combattre, soulignant l'importance pour Annie de ne pas reconnaître Eren. Mais à ce même moment, Reiner, lui, juste avant d'attaquer, retire sa capuche, car il faut qu'Annie le reconnaisse, étant donné qu'ils sont alliés. Dans l'opening Wings of Freedom, nous voyons les personnages du bataillon d'exploration défiler, regardant tous vers la gauche, mais les 3 derniers à passer, Reiner, Bertholdt et Annie, détournent progressivement leur regard à l'opposé, mettant en valeur leur envie de rentrer chez eux. Par ailleurs, Bertholdt avait cette manière particulière de dormir, les jambes en l'air et croisées. En réalité, cette manière de dormir est une référence à la carte de tarot du pendu, symbole de trahison et d'hypocrisie, 2 sentiments qui l'habitent tout au long de sa mission. Et pour renforcer ce lien, Bertholdt raconte à un moment donné une histoire qu'il a en fait volée à un homme qu'ils ont rencontré. Cet homme, terrifié par les titans, on raconte qu'il a abandonné ses 3 enfants pour fuir, mais rongé par la culpabilité, il s'est pendu. Ici, Ymir trouve une boîte de conserve et dit qu'elle n'aime pas le hareng. Pourtant, elle n'est pas censée comprendre cette écriture qui est différente de celle utilisée à l'intérieur des murs. Et on le voit à la réaction de Reiner qu'il y avait quelque chose qui cloche, faisant découvrir à Ymir qu'il était également un titan, et laissant semer le doute pour le spectateur. À ce moment-là, alors que le château sur lequel il se trouve se fait attaquer par les titans, Ymir décide de sauter et de se transformer en titan, révélant ainsi son secret. Et alors que la tour s'apprête à s'effondrer, on voit Bertholdt à 2 doigts de se mordre pour se transformer, alors qu'à ce moment-là, on ne se doutait pas qu'il puisse s'agir du titan colossal. Et tous ces détails étaient sous nos yeux depuis le début, mais ils prenaient tout leur sens qu'une fois la vérité révélée. À l'issue de ces événements, Annie s'est enfermée dans son cristal d'endurcissement, tandis que Reiner et Bertholdt ont réussi à capturer Ymir et Eren. Lors de l'incident sur la tour, Ymir et les autres ont aperçu le titan bestial pour la première fois, et Ymir pose alors une question à Reiner, demandant qui était ce singe. Eren ne comprend pas où elle veut en venir, en se questionnant sur le terme singe, parce qu'en fait, sur l'île de Paradis, ils ne connaissent pas l'existence de cet animal. Alors ça prouve que Reiner, Bertholdt et Ymir viennent tous d'un autre endroit, un lieu où l'existence de cette espèce est connue. C'est alors qu'Arwin et son escouade arrivent en renfort pour récupérer Eren, entraînant une poursuite dans la plaine pour capturer Reiner et Bertholdt. Cependant, lorsque Eren et Mikasa se retrouvent face au titan de Dina Fritz, le titan qui a tué la mère d'Eren, ils se sentent totalement impuissants et n'ont aucun moyen de se défendre. Tout semble désespéré, jusqu'à ce que... À cet instant, Eren, porteur du pouvoir du titan originel, frappe la main de Dina Fritz sous sa forme titan. Ce geste, bien que désespéré, a des conséquences inestimables. En frappant un membre de la famille royale, Eren éveille le pouvoir du titan originel, lui permettant de contrôler tous les titans présents. À cet instant, une horde de titans se dirige alors vers Dina Fritz pour la dévorer, animée par l'ordre d'Eren. Reiner et Bertholdt rentrent finalement sur leur continent avec Ymir pour qu'elle se fasse dévorer et qu'un membre de l'armée récupère son pouvoir. Par la suite, Eren et ce qu'il reste du groupe d'exploration sont transférés et servent sous les ordres de Levi. Mais on apprend que le gouvernement est maintenant contre eux, craignant leur connaissance trop approfondie sur les titans et les murs. La réelle menace était Eren et son pouvoir de titan, mais aussi Krista, qui a révélé sa véritable identité et qui s'avère en réalité être Historia Reiss, une descendante de la famille royale. C'est à ce moment-là qu'est introduit Kenny Ackerman et son escouade de forces de l'ordre qui sont envoyés pour capturer Historia et Eren. Nous avons alors une confrontation entre Kenny et Levi qui se révèle être un Ackerman lui aussi, et leur duel met en lumière l'histoire complexe de ce clan. Clan qui à l'origine servait de bras armés à la famille royale durant l'apogée d'Eldia. Ce sont des Eldiens sur lesquels les anciens rois ont réalisé des expériences scientifiques grâce au titan originel, mais après l'exil du roi Karl Fritz, les Ackerman étant des Eldiens furent persécutés et contraints de se réfugier sur l'île de Paradis, tout comme une autre famille, les Azumabito. Lorsque le roi Karl Fritz utilisa son pouvoir pour effacer la mémoire des Eldiens et remodeler l'histoire,
les Ackerman et les Azumabito restèrent immunisés, conservant leur mémoire intacte. Cette situation les poussa à se rebeller contre les plans du roi, entraînant leur persécution jusqu'à presque les mener à l'extinction. En sacrifice ultime, le chef des Ackerman offrit sa propre vie pour assurer la survie de la lignée. Ainsi, les Ackerman restants durent se cacher, trouvant refuge dans la cité souterraine. D'ailleurs, beaucoup ignorent réellement l'histoire de Levi, car elle est racontée dans des épisodes spéciaux. Alors rapidement, qui est réellement Levi Ackerman? Levi est le fils de Kushel Ackerman, une prostituée qui travaillait dans la cité souterraine et qui est tombée enceinte d'un de ses clients. Un jour, Kenny Ackerman, son frère aîné, se rendit en ville pour rendre visite à sa sœur, mais découvrit qu'elle était décédée. C'est ainsi qu'il rencontre Levi, son neveu, assis près du lit de sa mère. Kenny décida de prendre soin de lui et de l'élever du mieux qu'il le pouvait. Il est rapidement devenu très fort grâce à son entraînement, mais aussi et surtout grâce à son appartenance à la lignée Ackerman, lui conférant les compétences de combat exceptionnelles de ses ancêtres. Plus tard, Levi devint un voyou dans les bas-fonds, toujours dans les cités souterraines aux côtés de 2 autres mercenaires, régnant sur la loi à l'aide de l'équipement tridimensionnel. Le chef d'escouade Erwin Smith découvrit Levi, réalisa sa puissance hors du commun ainsi que sa maîtrise de l'équipement, malgré le fait qu'il n'avait jamais été membre du bataillon. Au fil du temps, Levi finit par rejoindre l'escouade avec ses 2 camarades devenus ses amis. Malheureusement, lors d'une mission, ses camarades périrent, révélant à quel point la vie de Levi a été marquée par la perte des êtres chers. Revenons-en à notre histoire. Après de multiples événements, le bataillon d'exploration découvre finalement que la véritable lignée royale est la famille Rice, et que le roi actuel n'est qu'un imposteur. Ils envisagent alors de renverser la famille Rice et de placer Historia, héritière légitime, sur le trône. Ils localisent la chapelle où se cache la famille Rice et s'y introduisent par effraction. Là-bas, ils rencontrent Kenny Ackerman et son escouade, et il est crucial de bien comprendre qui est vraiment Kenny, car beaucoup n'ont pas bien compris cette partie de l'œuvre, qui ouvre un tout autre enjeu. Cette fois-ci, leurs ennemis ne sont pas seulement les titans, mais aussi des humains. Kenny a eu vent d'un contact au sein du gouvernement lui informant l'existence secrète de la famille Rice, la véritable famille royale. Kenny a alors traqué Uri Rice, le possesseur du titan originel qui était le roi à cette époque, et il a tenté de le tuer, mais a échoué lorsqu'Uri s'est partiellement transformé en titan. Cependant, au lieu de tuer Kenny après cet acte, Uri a compris que sa haine était justifiée en raison de la persécution subie par le clan Ackerman. Uri et Kenny deviennent amis et gardent contact jusqu'à la mort d'Uri, transmettant son pouvoir à Frida Rice, que vous avez déjà vu se faire dévorer par le père d'Eren, pour récupérer le pouvoir plus tard dans la chronologie. L'ambition de Kenny avait changé, il voulait désormais mettre la main sur le pouvoir du titan originel, c'est la raison pour laquelle il voulait capturer Eren, qui porte le pouvoir de l'originel, et Historia, qui appartient à la famille royale. Car pour activer le pouvoir de l'originel, quand tu n'as pas de sang royal, je le rappelle, il faut entrer en contact avec un membre de la lignée royale. Selon lui, avec le pouvoir de l'originel, il aurait pu établir la paix dans ce monde. Dans cette crypte se trouve Rod Rice, qui désire qu'Historia prenne possession du pouvoir du titan d'Eren, enchaîné. Il est lui-même prêt à lui donner son pouvoir. Cependant, Historia refuse, brisant la seringue de liquide. Rod Rice se jette alors sur le liquide pour l'ingérer tant bien que mal et devient un gigantesque titan qui fait s'écrouler la chapelle. Eren, Historia et les autres parviennent à s'en sortir et ensemble, ils réussissent à vaincre cet immense titan. Kenny, lui, bien qu'ayant survécu à la transformation de Rod, est gravement blessé. Alors que Levi le trouve, il constate que Kenny est sur le point de mourir, et dans un ultime acte de générosité, Kenny lui donne une injection de titan qu'il aurait pu utiliser pour se sauver. Cependant, il n'en a pas besoin car il a perdu tout ce qu'il avait. Kenny finit par mourir sous l'arbre où il se reposait, marquant la fin d'un personnage complexe, dont les choix ont façonné l'histoire. Après tous ces événements, le bataillon d'exploration se lance dans une nouvelle mission, aller à Shiganshina pour découvrir la cave du père d'Eren. Sauf qu'à ce moment-là, pour les spectateurs, il se produit quelque chose de vraiment inattendu. Alors qu'après chaque épisode il y a un ending, l'ending de cet épisode 49 présente une coupure terrifiante. Et juste après cette coupure, nous voyons Levi discuter avec Eren et Mikasa qui ne semblent pas du tout être en accord sur un sujet. À côté d'eux, on aperçoit 2 corps, et on comprend que cet épisode 49 faisait un clin d'œil direct à ce qui allait se passer à la fin de cette mission, où un choix cornélien devrait être fait. Le bataillon arrive alors à Shiganshina, mais Reiner se cache dans les murs, attendant le moment propice pour tenter de récupérer Eren. Il tombe alors dans une embuscade, entouré par des titans, et cette fois, c'est en compagnie de Bertolt, mais aussi du titan bestial. Reiner va finalement se faire battre, et c'est au tour de Bertolt d'intervenir, se transformant en titan colossal en plein centre du district. Ensemble, ils se battent contre les titans et contre Bertolt, tandis qu'Erwin et le reste de l'escouade sont chargés d'attaquer le titan bestial. Ce chaos est en réalité une distraction, pour permettre à Levi d'attaquer directement le titan bestial. Au même moment, Reiner et Bertolt sont défaits, mais Armin subit de graves brûlures lors de l'attaque contre Bertolt.
Alors que Reiner et Sig parviennent à s'échapper grâce au titan charrette, Sig annonce qu'il reviendra pour chercher Eren. Le Major Erwin et Armin sont tous les deux sur le point de mourir, mais il y a une possibilité de sauver un seul des deux, car Levi détient la seringue de liquide donnée par Kenny. En l'injectant, la personne pourra se transformer en titan et dévorer Bertholdt, pour revenir à la vie tout en héritant du pouvoir du titan colossal. C'était cette scène qu'on voyait dans l'ending de l'épisode 49. C'est finalement Armin qui va être choisi, après un débat difficile. D'ailleurs, dans l'opening 5, au moment où le zoom arrive sur le titan colossal, nous apercevons le visage d'Armin suggérant qu'il allait hériter de ce pouvoir. Mais aussi et surtout, en analysant image par image, on remarque également une frame où Armin est complètement brûlé, confirmant qu'il est sur le point de mourir à cause des flammes du titan de Bertholdt. Ils vont finalement se rendre dans la cave du père d'Eren et vont découvrir qu'il existe bel et bien une autre civilisation, prouvant qu'ils ne sont pas seuls sur l'île de Paradis. À ce moment, un nouvel enjeu se dessine, ouvrant la voie à des révélations qui vont bouleverser leur compréhension du monde. 君には何が見える？敵は何だと思う？向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。 Le malheur ici est qu'Arwin était celui qui désirait le plus connaître la vérité sur les titans. Depuis son enfance, cette quête était son ambition. Son père, un professeur d'histoire brillant, avait découvert que les livres d'histoire étaient falsifiés pour camoufler la vraie histoire. Il partagea alors sa théorie avec son fils, qui en parla autour de lui. Son père devint ainsi un réel danger pour le gouvernement. Il fut alors torturé, puis exécuté. Malheureusement, Erwin périt juste avant que les théories de son père ne se confirment. Pourtant, il s'est battu jusqu'au bout pour que sa volonté perdure, et qu'il réalise son objectif. De retour chez eux, alors qu'Historia offre des médailles au bataillon après leur victoire à Shiganshina, Eren, en embrassant la main d'Historia qui est de lignée royale, devient témoin d'une vision du futur. Cela le bouleverse profondément, comme s'il percevait le poids des événements à venir. Il va alors garder ce secret pour lui, mais cet événement changera totalement Eren jusqu'à la fin de l'histoire. Des années passent et les titans sur Paradis sont complètement décimés, ils peuvent alors se diriger vers la mer. Eren et Armin capturent un navire d'éclaireurs de Mar, envoyé par Sig. À bord se trouvent Yelena, Onian Kopon et Nicolo, qui apportent des informations cruciales sur l'île de Paradis. Ensemble, ils partent en reconnaissance vers la République de Mar, espérant déceler un potentiel espoir de paix. Mais la situation semble désespérée. Plus tard, Eren, méconnaissable, se retrouve sur l'autre continent où il s'infiltre en tant que soldat blessé et rencontre son frère Sig ainsi que son grand-père devenu complètement fou. Pour éviter d'être reconnu et donner l'impression d'un soldat blessé, Eren se sectionne lui-même la jambe et se crève un œil. Un geste qui fait écho à un événement qui remonte à 2000 ans, lorsque le roi Fritz menaçait de crever un œil à quiconque ne révélait pas qui avait libéré les cochons, déclarant que les esclaves n'ont pas besoin de deux yeux. À ce stade, Eren est en réalité déjà esclave de lui-même, prisonnier des événements passés et des conséquences à venir. Cette idée est soulignée dès le début, montrant qu'Eren est manipulé comme une marionnette par tout ce qui le relie à son pouvoir. Une image puissante de cette manipulation qui apparaît dans le second ending, diffusé au début, à l'épisode 14, alors qu'à ce moment, la série approche de ses derniers épisodes. Eren, sous sa couverture de soldat blessé, utilise le jeune et innocent Falco pour lui faire envoyer une lettre à Paradis, les informant de ses intentions et de ce qui va se passer. Pendant ce temps, Willy Tybur monte sur scène pour annoncer qu'il souhaite récupérer le titan originel. D'autres nations sont invitées à s'allier avec lui, présentant un discours théâtral et dramatique sur les sacrifices qu'ils ont endurés pour protéger le monde. Mais sous la scène, une rencontre inattendue a lieu. Reiner se retrouve face à Eren. Ce moment fait écho à un échange marquant de l'épisode 4, où Reiner avait prédit que la prochaine fois, Eren jouerait le rôle du méchant. Tout prend sens. Reiner, qui était perçu comme le méchant sur l'île de Paradis, et maintenant Eren, qui est à son tour perçu comme le méchant sur ce nouveau continent. Parce qu'au fond, Eren et Reiner sont pareils. Ils partagent un même destin, poussés à s'infiltrer et à commettre l'irréparable pour la liberté de leur peuple. Cette poignée de main est chargée de symbolisme. Reiner, accablé par le poids de ses actes, attend sa propre fin, faisant un parallèle à Bertholdt qui lui aussi cherchait une forme de libération à travers la mort. Car bien qu'ils se soient comportés comme des héros aux yeux de leur peuple, leurs actions ont eu des conséquences dévastatrices. Alors que Willy Tybur déclare la guerre, Eren se transforme soudainement en titan sous la scène, tuant de nombreuses personnes à Revelio, dont Willy Tybur qu'il dévore sans pitié. À peine après cela, Armin fait une entrée fracassante en se transformant en titan colossal sur la côte, marquant le début d'un tout nouveau conflit.
La bataille s'intensifie avec l'apparition du titan marteau d'armes contrôlé par Laura Taiber, qui sera finalement vaincu par Eren, récupérant ainsi son pouvoir. Sig est censé être tué à ce moment-là, mais il est en fait secrètement capturé sur l'île de Paradis. Eren retourne ensuite sur le dirigeable pour regagner Paradis, mais Gabi et Falco s'y sont également infiltrés, et Gabi, dans un moment tragique, tue Sacha. Juste après sa mort, Eren se met à rire, un rire qui résonne de manière troublante après la mort de sa camarade. Mais pourquoi est-ce qu'il rit à ce moment-là? Est-ce que c'est juste une manifestation de son inhumanité ou est-ce qu'il y a une raison plus profonde? En fait, c'était déjà arrivé plus tôt dans l'histoire, lorsque Hannes meurt sous les griffes du titan de Dinafrit. Eren s'est mis à rire, disant que tout ce qu'il a fait n'a aucune utilité. Lors de la mort de Sacha, on comprend que c'est la même situation, et même si elle dit qu'elle souhaite de la viande juste avant de mourir, qui est une situation peu appropriée pour dire ça, Eren se met à rire parce qu'il n'a pas pu la sauver. Encore une fois. Encore une fois, il y a eu des victimes collatérales parmi les gens qu'il aime. Sauf qu'à ce moment-là, tout est fait de sorte à ce qu'on voit Eren comme un antagoniste, comme le véritable vilain de l'histoire. Et alors quand il se met à rire à ce moment-là, on imagine juste qu'il est simplement fou et sadique. Plus tard, après tous ces événements, l'île de Paradis tombe progressivement sous le contrôle d'Eren et de Sig, révélant le plan de ce dernier. En fait, le plan de Sig est en réalité une éradication douce, stratégie visant à libérer le monde de la peur des titans et à affranchir les Eldiens de leur souffrance. Grâce aux capacités du titan originel, il envisage de stériliser tous les Eldiens, imitant ainsi l'approche de Karl Fritz dans le passé, qui avait effacé la mémoire des Eldiens. Le pouvoir de l'originel associé au sang royal permet d'intervenir scientifiquement sur les Eldiens. Cette fois, cependant, l'intervention se traduirait par une suppression de leur capacité à se reproduire, conduisant ainsi à une extinction progressive sur les 100 prochaines années. Un plan qui semble convenir à Eren, ou du moins, c'est ce que l'on croit. Eren qui n'attrape pas la balle et qui justifie ça par sa faiblesse due aux blessures. Alors quand Sig disait qu'il était préférable de faire une poignée de main sans contact, en lançant cette balle, c'est parce qu'il pensait qu'il était encore trop tôt pour qu'il se connecte. Je le rappelle, Eren possède le titan originel, et Sig, son demi-frère, est de lignée royale, grâce à sa mère, Dinafrit. Peu à peu, on commence à comprendre qu'Eren a possiblement un autre plan en tête, un plan qui pourrait contrecarrer celui de Sig. Sur l'île de Paradis, Sig a également contaminé du vin avec du liquide cérébrospinal, le même liquide qui peut transformer n'importe qui en titan, prenant ainsi le contrôle total. Au même moment, Mar lance une contre-attaque dévastatrice sur l'île. Il y a alors des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur, créant un conflit sur plusieurs fronts, qui déterminera le sort de Paradis. Malheureusement, Falco est l'une des personnes qui consomment le vin contaminé, et dès que tu as bu du liquide, il suffit d'un cri de Sig pour déclencher le pouvoir du titan bestial, transformant toutes les personnes contaminées en titans. De nombreux soldats ont bu ce vin, et parmi eux se trouve par exemple le commandant Pixis, le plus haut responsable militaire de défense de Paradis. Alors que le frère de Falco supplie Sig de ne pas transformer son frère en titan, ce dernier, implacable, décide de crier, transformant ainsi toutes les personnes ayant consommé le vin, plongeant Paradis dans le chaos et la désolation. 第一第二防衛戦に 飲み物の中にたまたま酒が混じっていたことは些細な問題に過ぎねえ。でもそうやって安心してる時が一番危ないって父さんが言ってたんだ。 Après des affrontements brutaux et violents, Eren se précipite en direction de Sig. Il est temps que le titan originel et le sang royal entrent enfin en contact. Mais soudain, Gabi tire sur Eren, lui faisant perdre la tête, littéralement. Pourtant, Sig parvient malgré tout à l'attraper et à activer le pouvoir du titan originel. Eren et Sig se retrouvent dans le chemin, cette dimension qui transcende l'espace et le temps. Sig supplie Eren de suivre son plan et de rendre tous les Eldiens stériles comme prévu, mais Eren refuse, et révèle que ça n'a jamais été son intention. Pour tenter d'arrêter Eren et ce qu'il perçoit comme un lavage de cerveau orchestré par leur père, Sig l'entraîne dans les souvenirs du passé de Grisha, leur père. Petit à petit, Sig réalise qu'Eren n'a pas du tout subi de lavage de cerveau et que l'image qu'il avait de son père n'est pas du tout la même. Nous arrivons au moment où Grisha se retrouve face à la famille Rice pour lui demander de l'aide afin de sauver l'île de Paradis, requête qu'il refuse. Et à ce moment-là, d'un seul coup, Grisha comprend ce qu'il doit faire. Tuer tout le monde sur place et dévorer Frida pour récupérer le pouvoir de l'originel. Et c'est ici que nous découvrons le réel pouvoir du titan assaillant. Ce pouvoir formé par Ymir est doté d'un message de détresse. Un pouvoir permettant de voir dans les souvenirs de ses futurs héritiers. Alors que les 9 titans peuvent voir les souvenirs des anciens détenteurs de pouvoir, comme Sig avec Tom Saver ou alors Armin avec Bertolt, le titan assaillant, lui, a la capacité unique de recevoir les souvenirs des prochains détenteurs. C'est un pouvoir qui transcende le temps. Grisha a reçu des souvenirs spécifiques d'Eren.
perpétuant ainsi sa volonté. Cela a conduit ceux qui détenaient le titan assaillant à avancer et à se battre pour la liberté. Eren est capable de créer un paradoxe temporel en remontant dans le temps à travers les souvenirs pour changer les événements de l'histoire. Ainsi, lorsque Grisha décide finalement de se battre contre Frida, c'est parce qu'Eren le lui demande. Le pouvoir de l'assaillant n'est pas de voir dans le futur, mais de percevoir les souvenirs des prochains détenteurs. Mais comment Eren a-t-il découvert le véritable pouvoir du titan assaillant, contrairement aux autres détenteurs? En fait, c'est lorsqu'il a embrassé la main d'Historia qu'il s'en est rendu compte, se voyant lui-même dans les souvenirs de son père. C'est très complexe, mais ça explique aussi pourquoi Eren est le seul détenteur de l'originel à avoir dévoilé son pouvoir, car ça ne peut se faire qu'avec le dernier de la chaîne en fait. Ainsi, si Eren a découvert l'étendue de ses pouvoirs, c'est parce qu'il a vu dans son propre futur qu'il allait utiliser ce pouvoir. En gros, tout se passera comme ça doit se passer, car le passé a été modifié par le futur, créant un avenir inéluctable. Ça explique cette scène où Eren Kruger dit qu'il faut sauver Mikasa et Armin. Tous les précédents détenteurs pensaient alors qu'il s'agissait de souvenirs passés, et que cette volonté de se battre et d'aller de l'avant venait du tout premier détenteur du titan assaillant, alors qu'en réalité, la volonté provenait du tout dernier détenteur. D'ailleurs, c'est pas un hasard si au moment où Eren Kruger parle de Mikasa et Armin, nous voyons sur une seule frame le visage d'Eren Yeager à la place de celui de Kruger, un petit détail dissimulé. On comprend alors ici comment Grisha se rend compte qu'il y a Sig, puis se dit qu'il s'agit simplement d'un rêve. Grisha, qui était détenteur du titan assaillant, a vu les souvenirs du futur détenteur Eren, et a vu dans les souvenirs qu'ils allaient se rendre ici, dans cette temporalité, et alors il s'est donc vu lui-même face à Sig. Mais ne comprenant pas ce qui lui est arrivé, il pensait que ce n'était qu'un rêve. Finalement, alors que Sig pensait que Grisha avait lavé le cerveau d'Eren, il se rend compte qu'il ne l'a pas du tout endoctriné, et au contraire, il l'a laissé libre. Et maintenant que nous voyons tous ces souvenirs de Grisha avec un Eren adulte, nous réalisons que tout était sous nos yeux depuis le début. おかえりなさい。あらエレン、今日は珍しく仕事？ああ、内地へカルラ人間の探求心とは Cette scène où Grisha donne la clé à Eren ne regardons pas du tout en direction d'Eren enfant, mais bel et bien d'Eren adulte qui l'observe. Mais c'est pas tout, beaucoup ont remarqué après toutes ces informations qu'Eren était dissimulé à différents endroits, le montrant regarder ses propres souvenirs. Et si à ce moment-là Grisha fond en larmes devant Sig, c'est parce qu'il a vu tous les souvenirs du futur, des souvenirs traumatisants, des souvenirs auxquels nous n'avons pas encore assisté en tant que spectateurs. Et ça ne saurait tarder, car Eren va finalement convaincre Ymir. Convaincre qu'il est celui qui va enfin la libérer après 2000 ans. Il comprend alors que le pouvoir du titan originel, qui doit fonctionner avec un descendant de la famille royale, est une règle ancrée depuis le début. Ymir qui doit servir son roi, et rien d'autre. Mais si elle rejette cette règle, ne respectant pas ce devoir de servir la famille royale et agissant selon sa propre volonté, alors le pouvoir de l'originel peut fonctionner. Et le voilà le plan d'Eren, le grand terrassement. Il réussit à l'exécuter. Il libère tous les titans colossaux des murs, des millions de titans qui ne vont cesser d'avancer pour écraser toute vie au-delà de l'île Paradis. Le plan d'Eren avec ce grand terrassement est de tuer tout le monde à l'extérieur des murs, pour que les habitants de Paradis soient enfin en paix. Et là d'ailleurs, voici un petit détail caché qui montre Grisha lisant les journaux. Et sur ce journal, nous observons des images du grand terrassement, bien avant qu'il n'ait réellement lieu. Les titans colossaux forment un mur devant Eren comme si les murs de Paradis se déplaçaient pour devenir l'enfer sur le reste du monde. Il y a alors deux camps qui se forment sur Paradis, les pro-Jaeger, ceux qui sont d'accord avec le grand terrassement, et les autres, ceux qui souhaitent arrêter Eren et trouver une autre solution de paix. Parmi eux se trouvent tous ses amis, Mikasa, Armin, Jean, Connie, Levi, Angie et d'autres. Ça suscite énormément de débats. Est-ce que le plan de Sig d'éradication douce, bien que controversé, était la meilleure solution? Ça reste un plan d'éradication après tout. Ça reste une extinction forcée. Est-ce qu'il faut blâmer les partisans d'Eren? Car après tout, ce qu'ils veulent c'est être en paix sur l'île de Paradis, après avoir vécu uniquement sous la menace et la persécution toute leur vie, et depuis plus de 100 ans. Ils croient qu'éliminer toute menace extérieure est la seule voie pour assurer leur survie. Pourtant, au-delà de ces justifications, ce sont des vies qui sont en jeu, avec la plupart qui sont simplement des innocents, qui naissent sans choisir où ils vont naître, qui grandissent dans un système qu'ils n'ont pas choisi. Et si Erwin avait survécu à la place d'Armin, il aurait été extrêmement probable qu'il se range dans le camp d'Eren, lui qui voulait sauver Paradis. Alors pour arrêter ce massacre, celui qu'il fallait sauver, c'est bel et bien Armin. C'est là qu'ils interviennent, ces personnages comme Armin et ses alliés, qui cherchent une solution moins destructrice, se battant pour préserver le maximum de vie, même celle de leurs ennemis. La voix de la raison, représentée par Armin et ses compagnons, la voix qui s'oppose à celle de la vengeance aveugle. Finalement, ce grand terrassement a bel et bien commencé avec un Eren plus terrifiant que jamais, et ses amis qui tentent de le raisonner, mais déchirés entre leur amitié et la nécessité de l'arrêter à tout prix. Sous cette forme, il a une forme semblable à un hallucigénia, incarnant l'idée qu'il ne peut plus reculer.
tout comme cet animal fossile qui, à cause de la configuration de son corps, ne pouvait physiquement pas marcher en arrière. Ce parallèle symbolise le fait qu'Eren est désormais engagé dans une voie sans retour, avançant inexorablement tant que personne ne l'arrête. 家庭を持て妻でも子供でも壁の中で人を愛せそれができなければ繰り返すだけだ同じ歴史を同じ過ちを何度も Un énorme combat final aura lieu où Sig va mourir, tué par Levi, son rival jusqu'au bout. Et tout ce conflit culmine lorsque Mikasa localise l'emplacement de la bouche du titan d'Eren et va accomplir l'acte ultime, lui couper la tête, puis l'embrasser pour la toute dernière fois. Ainsi s'achève la vie d'Eren, ironiquement dans la bouche de son propre titan, alors qu'il disait lui-même bien plus tôt qu'il ne mourrait pas à l'intérieur de la bouche d'un titan. Cette scène finale fait écho à d'autres indices disséminés tout au long de l'œuvre. Dans le deuxième ending, au 14e épisode seulement, on voit Mikasa regarder vers ses mains comme si elle tenait quelque chose, comme si elle tenait cette tête d'Eren qu'à ce moment-là on ne voit pas, avec en arrière-plan un rocher et un dessin de menthe religieuse. Un animal dont la femelle est connue pour couper la tête du mâle après l'accouplement, révélant la conclusion tragique d'Eren. Tout était sous nos yeux, mais on pouvait pas le savoir à ce moment-là. D'ailleurs, ce moment où nous voyons l'échange entre Sig et Eren, tout était là. Regardez leur ombre. Aucune d'elles ne présente de tête. Un signe que les deux frères partageront ce même destin. Finalement, dans les chemins, nous assistons à une scène où Eren révèle ses motivations à Armin. Il explique que grâce à son pouvoir, il pouvait influer sur les décisions des précédents détenteurs du titan assaillant. Et avec ce pouvoir, il a essayé de nombreux choix et de nombreux futurs alternatifs, pour qu'au final, le grand terrassement soit la seule solution trouvée pour offrir une vie tranquille à ses amis sur Paradis, même au prix de lourds sacrifices. Épargnant alors mystérieusement Bertholdt, qui était également sur son chemin en forme humaine. Mais est-ce que tout cela était un hasard? Nous comprendrons tout plus tard. Et en fait, ce moment où Dina Fritz épargne Bertholdt, ce n'est pas un hasard. もう全ては決まったことだ誰がそんなことを決めた En réalité, c'est Eren qui a délibérément dirigé Dina Fritz pour qu'elle se rende en direction de sa mère, car Bertholdt avait encore un rôle à jouer. Après avoir essayé tous les scénarios possibles, il a décidé que le grand terrassement était la meilleure solution, quitte à sacrifier 80% de l'humanité, quitte à sacrifier sa propre mère. De plus, Eren va volontairement effacer cette conversation de la mémoire d'Armin, pour que ce dernier ne soit pas au courant du plan d'Eren. Nous voyons ensuite Eren avec Mikasa, dans une scène où il semble vivre une vie paisible. C'est en fait une des réalités alternatives qu'Eren a observées en cherchant la solution idéale. Dans cette réalité, il cède face à Mikasa qui le supplie d'arrêter et de fuir, jusqu'à ce qu'on les retrouve pour les punir. Ce souvenir n'a alors pas été réellement vécu par Mikasa, mais Eren lui a offert à travers le chemin. C'était une sorte d'exutoire, montrant à Mikasa qu'au final, il n'y avait pas d'autre solution. Et en fait, c'est ça la vision du monde qu'Eren a toujours souhaité. Explorer les terres à l'extérieur des murs, des terres vierges sans humains pour causer des guerres ou mettre en place des intrigues politiques. C'était là son idéal. Mais il s'est finalement rendu compte que la vie en dehors des murs n'est fondamentalement pas si différente que celle à l'intérieur. Ainsi, Eren, après avoir acquis ses pouvoirs bien trop grands pour lui, s'est retrouvé piégé par son propre destin. Il ne lui restait plus qu'une option, aller jusqu'au bout de son plan. Et s'il ne le faisait pas pour se sauver lui, alors il allait le faire pour ses proches. Eren a choisi de sacrifier le monde pour sauver ceux qu'il aime, tandis que ceux qu'il aime ont choisi de le sacrifier pour sauver le monde. La question se pose alors, pourquoi Mikasa? Pourquoi c'est elle qui devait mettre fin à la vie d'Eren? Quel est son réel rôle dans tout ça? On découvre qu'Ymir ne pouvait rien refuser au roi Fritz, car en fait elle était prisonnière de l'amour. L'amour qu'elle portait pour le roi Fritz, malgré ses actions affreuses, l'empêchait d'agir par sa propre volonté. Et c'était le cas de Mikasa tout au long de l'histoire, aveuglée par l'amour. Pour autant, elle n'était pas esclave de l'amour comme l'était Ymir. Elle tue Eren et le protège car elle l'aime d'un amour pur, et bien que la seule blessure marquante que Mikasa ait reçue, après énormément de combats, soit celle causée par Eren en titan au début de l'histoire, une trace indélébile, elle ne s'arrêtera pas de l'aimer. Ymir étant elle-même dans le chemin, a pu voir cette scène d'adieu entre Eren et Mikasa. Elle est témoin du lien profond qui les unit. Et c'est ça la clé. Quand Eren dit à Mikasa de jeter son écharpe, cette écharpe représente l'amour entre Eren et Mikasa, ce fil qui les lie. Il voulait qu'en jetant l'écharpe, elle fasse le deuil d'Eren et se rattache pas qu'à lui-même après sa mort. Eren souhaitait qu'elle ait une vie heureuse, et ainsi il voulait secrètement qu'elle le tue pour mettre fin à la souffrance, et pour que Mikasa et les autres soient finalement vus comme les véritables héros de ce conflit sans fin. Mais Mikasa, en resserrant l'écharpe autour d'elle, affirme son amour, mais aussi son opposition à Eren. Ce geste montre qu'elle refuse de renoncer à son amour pour lui, tout en rejetant son plan du grand terrassement. C'est ce choix, cet acte d'amour complexe et courageux, qui déclenche quelque chose de profond en Ymir. Elle réalise que l'amour n'est pas une servitude aveugle. Ymir comprend alors qu'elle peut aimer sans être enchaînée à quelqu'un, qu'elle est libre de faire son propre choix, et elle est finalement libérée après 2000 ans de soumission à son amour pour le roi Fritz. Finalement, comme prévu, elle va garder cette écharpe,
Et cet oiseau, symbolisant Eren, va la lui resserrer, montrant qu'il est finalement d'accord. Elle n'a pas besoin de se détacher et l'oublier à jamais. Lorsque nous revenons au tout début de l'histoire, la scène où Eren pleure dans le premier épisode prend tout son sens. Il rêvait de tout ce qui allait arriver dans le futur et de comment tout cela se terminerait. D'ailleurs, dans le manga, il y a un passage qu'on ne voit pas dans l'anime, où Eren, se réveillant, voit Mikasa et lui demande depuis quand ses cheveux sont aussi longs. Et en fait, ça s'explique car dans son rêve, il a vu Mikasa du futur avec ses cheveux plus courts. Cet arbre où toute l'histoire débute, c'est aussi là où tout se termine pour Eren. Et dans le tout premier chapitre, c'était indiqué, c'était devant les yeux des lecteurs, avec cette croix gravée sur le tronc, marquant l'endroit précis où la tombe d'Eren serait plus tard située. Sur cette tombe, il est écrit « Ici, pour toujours, repose en paix mon bien-aimé, mon très cher ». Nous remarquons que le nom d'Eren ne figure nulle part sur la pierre tombale, et ça paraît logique car mentionner son nom, celui de l'homme qui a causé la destruction de tant de vies, aurait conduit à la profanation de sa tombe. Mikasa, en ne gravant pas son nom, a choisi de protéger son souvenir. Le manga se termine au chapitre 139, un chiffre symbolisant la fin d'un cycle, tandis que le numéro 140 représente la liberté, un nombre qui ne sera jamais atteint pour cette œuvre, montrant que cette quête de liberté est impossible. Pourtant, l'histoire semble être enfin achevée, après 2000 ans. Voici les toutes dernières images que nous avons à la fin de l'anime. Nous voyons Paradis qui atteint un niveau technologique du 21e siècle après quelques décennies, avec des gratte-ciel et des bâtiments modernes. Cela continue d'avancer et nous voyons carrément une cité futuriste. Finalement, tout cela résulte en une guerre, et les bâtiments sont complètement rasés par une arme nucléaire, montrant que même si un cycle était terminé, la boucle n'est jamais bouclée, et le cycle de haine, jamais véritablement rompu, continuera de tourner. La conclusion de l'histoire montre un jeune garçon et son chien errant dans les ruines de Paradis, où ils découvrent un immense arbre ressemblant étrangement à celui qu'Ymir avait trouvé des siècles auparavant. C'est d'ailleurs l'arbre où Eren a été enterré. Le garçon pénètre alors dans le gouffre de l'arbre, et c'est ainsi que l'histoire se termine, faisant allusion au fait que toute cette chaîne va finalement recommencer. Une chaîne qui aura duré 2000 ans pour nous, lecteurs et spectateurs, mais qui durera en fait bien plus longtemps, et pour l'éternité, tant que l'humanité subsiste. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, peut-être qu'il y en a encore parmi vous qui sont là, qui sont restés jusqu'à la toute fin. C'est juste un tout petit message pour vous remercier parce qu'on a atteint les 200 000 abonnés, c'est un palier super important pour moi parce que cette année j'ai décidé de me diversifier. J'ai pris le risque de changer mon contenu vers un contenu plus large, et depuis vous avez toujours été au rendez-vous, alors merci beaucoup pour le soutien, j'ai jamais pris autant de plaisir à faire des vidéos. Maintenant la prochaine étape c'est les 300 000 abonnés, alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.